Suge Knight était l'un des hommes les plus redoutés de l'espace hip-hop américain. Propriétaire d'un label, il avait sous son aile certains des plus grands noms des années 90. Malgré cette imposante réputation, vous n'allez pas croire le message troublant que Suge Knight a envoyé depuis sa prison. La vidéo d'aujourd'hui explore certaines des choses les plus choquantes qui sont arrivées à Suge Knight après son incarcération et le message troublant qu'il a envoyé depuis la prison. Le message. Les mauvais traitements subis par Suge Knight pendant son incarcération ont été si graves qu'il a dû s'exprimer. En avril 2016, Suge Knight a eu l'occasion de s'adresser à un juge lors d'une audience préalable au procès pour lui parler de ce à quoi il était confronté en prison. Le premier problème majeur sur la liste presque sans fin des défis était un informateur en prison qui avait accès à son dossier de meurtre alors que ses avocats ne le pouvaient pas. Un autre problème majeur, auquel on s'attendrait même dans une affaire de meurtre, était celui des geôliers qui empêchèrent les avocats de Knight de le rencontrer librement ou même de le rencontrer tout court. D'après les documents judiciaires déposés par l'avocat de Knight à l'époque, il a mis en évidence un certain nombre de choses qui auraient été faites pour contrecarrer la défense de Suge Knight. Le journal indique que le 17 mars 2015, le juge-président Ronald Cohen a rendu une ordonnance restreignant les avantages de Suge Knight, notamment l'envoi de courriers, la réception de visiteurs et même les appels téléphoniques. Le journal affirme également qu'une autre ordonnance a été signée par le juge William Ryan le 29 janvier 2016, qui a encore restreint les libertés de Suge Knight. Suge Knight a déclaré au tribunal qu'un informateur nommé Danny Timms avait, d'une manière ou d'une autre, eu accès à son dossier de meurtre et le lui avait même montré. Outre le fait que quelqu'un à l'intérieur des murs de la prison avait accès à son dossier, ses avocats n'avaient toujours pas mis la main sur ce dossier. L'avocat de Knight à l'époque, Thaddeus Culpepper, a également écrit dans son dossier que les officiers avaient placé Timms à proximité de Suge Knight afin qu'il puisse trouver un moyen de pousser Suge à avouer. Il a également affirmé dans son dossier que l'intention était de mentir et d'affirmer que Knight avait avoué qu'il avait l'intention d'écraser Carter. Au-delà de ces questions relatives à sa défense, Suge Knight s'est également plaint de sa santé défaillante. Il a affirmé qu'il avait failli perdre la vie après avoir été contraint de subir une opération d'urgence de l'appendice. Il a affirmé avoir perdu 65 livres au cours de l'opération. Bien entendu, certains se sont demandé s'il n'avait pas fait un problème de santé pour sortir de la boîte. Il n'a pas hésité à démentir ces affirmations en faisant valoir qu'il s'était volontairement livré à la police. Une action à laquelle il n'a pas hésité à faire référence à plusieurs reprises au cours de l'audience. Knight a été limité à un seul appel téléphonique par semaine, et il a considéré cette situation particulière comme un revers majeur dans la construction de sa défense en préparation du procès. Suge a également parlé de l'énorme avocat personnel que ces conditions lui ont causé. Comme il n'a pas eu accès à un bon avocat, il a passé en revue tous les avocats comme un couteau chaud dans du beurre. Il est même allé jusqu'à lancer une pique à certains de ses anciens avocats qui étaient plus préoccupés par l'argent qu'ils pouvaient gagner en concluant des accords avec des sociétés de production intéressées par la réalisation de documentaires sur l'histoire de Suge. Après avoir entendu tout ce que Knight avait à dire, le juge Cohen a considéré qu'il était juste de transmettre une note au geôlier qui levait les restrictions d'appels téléphoniques imposées à Knight. Il était désormais autorisé à appeler son avocat quand il le souhaitait. Si l'on peut légitimement penser que les choses se sont améliorées pour Suge Knight à la suite de cette audience, c'est l'inverse qui s'est produit. En 2017, Suge Knight s'est de nouveau présenté devant un juge pour dénoncer les restrictions extrêmes auxquelles il était confronté en prison. Selon lui, les officiers en charge ont accordé un meilleur traitement à ceux qui, d'après lui, ont tué des agents de la force publique et des enfants. Cette fois-ci, ce n'est pas le juge chargé de l'affaire de meurtre qui a siégé pour cette audience. Cette fois, Suge Knight était à la merci du juge William Ryan, un juge qui avait maintenu un certain nombre de restrictions imposées à l'ancien patron de musique. Pour cette audience, le père, la mère et le fils de Suge Knight étaient présents et observèrent la scène depuis la tribune. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'était la première fois en 2 ans que Suge Knight voyait son fils. Il n'avait pas non plus le droit de rendre visite à son père en prison. En plus du drame que représente le fait de ne pas être autorisé à voir sa famille, ce que M. Knight a qualifié de cruel et inhabituel, il a également mentionné que les geôliers ne lui avaient pas accordé la permission de rencontrer ses avocats pendant les week-ends. Ce privilège était généralement accordé aux autres détenus. Au moment de l'audience, l'avocat de Knight était Jeremy Lessem. Il s'est exprimé sur la question, affirmant qu'il était presque toujours confronté à une difficulté inhabituelle lorsqu'il venait rencontrer Suge Knight. L'avocat a déclaré à la cour que parfois les geôliers n'étaient pas informés des ordonnances du tribunal, tandis que d'autres fois, ils prétendaient ne pas avoir le personnel nécessaire pour escorter Suge Knight. Une autre lacune importante dans cette situation
a été créé par une déclaration du département du shérif au juge Ryan qui a été déposée sous scellé. Le fait que cette déclaration soit restée sous scellé signifiait que les avocats de Suge Knight ne pourraient jamais y avoir accès, et donc qu'ils ne comprendraient jamais pourquoi des restrictions aussi importantes avaient été imposées à Suge Knight. C'est un peu comme combattre un monstre avec un bandeau sur les yeux. Le mieux que les geôliers aient pu dire, c'est que ces restrictions avaient été mises en place pour maintenir un haut niveau de sécurité dans la prison. Mais comment Suge Knight est-il arrivé ici? Quel crime a conduit Suge Knight dans cette situation? Suge Knight a été accusé du meurtre de Terry Carter et de la tentative de meurtre de C.L.E. Deniak Sloan. Le 29 janvier 2015, Suge Knight a intentionnellement percuté les deux hommes avec sa camionnette sur le parking d'un restaurant Tam's Burgers. L'attaque a tué Terry Carter et grièvement blessé Sloan. Suge Knight a maintenu qu'il n'était pas coupable de ces crimes. Il a déclaré qu'il n'avait agi qu'en état de légitime défense lorsque Sloan s'est approché de sa camionnette de manière hostile. Il est également allé jusqu'à prétendre que Sloan avait une arme sur lui, ce qui a déclenché ses actions. Suge Knight s'est arrêté sur le lieu d'un tournage promotionnel pour Straight Outta Compton, un film sur lequel Sloan a travaillé en tant que conseiller. Dre et Ice Cube se trouvaient également dans les environs pour tourner la vidéo promotionnelle du film lorsque l'altercation entre Suge Knight et Sloan a eu lieu. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement pourquoi ni comment Suge Knight s'est retrouvé à cet endroit. Des rumeurs ont d'abord laissé entendre qu'il s'y trouvait pour confronter Dr. Et bien que Suge Knight ait complètement nié avoir eu une quelconque intention malveillante en se trouvant à cet endroit, des événements antérieurs rendent cette hypothèse un peu difficile à croire. Suge Knight a déjà témoigné sous serment dans le passé qu'il avait obtenu des informations selon lesquelles Dre était derrière une tentative d'assassinat qui a eu lieu en 2014. Indépendamment de ce lien qui rendrait évident le fait que Suge était sur ce plateau avec de mauvaises intentions, il prétend qu'il est simplement tombé sur leur plateau. Il a également ajouté, dans un futur témoignage, qu'il était parti et qu'il avait ensuite été invité et pris en embuscade par Sloan avant d'agir en état de légitime défense. Quelle que soit la raison de sa présence sur le plateau, l'important pour l'accusation est qu'il ait tué un homme et failli en tuer un autre. L'accusation initiale était une accusation de meurtre, car il y avait des preuves évidentes de l'intention, puisqu'il a fait marche arrière, changé de vitesse, appuyé sur la pédale et foncé sur les hommes. En dépit d'une montée en puissance très intéressante après son arrestation qui a permis d'anticiper le procès, l'affaire n'a jamais été jugée. Après tant d'obstacles et de restrictions, et après avoir lutté pour conserver un avocat, Suge Knight a décidé d'accepter un accord de plaidoyer et a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Il a été condamné à un total de 28 ans de prison. Suge Knight a écopé de 22 ans de prison pour avoir écrasé Carter et Sloan avec son camion. Il a écopé de 6 ans supplémentaires en raison d'une 3e condamnation pour avoir été du mauvais côté de la loi et pour des violations de la probation. Oui, une 3e condamnation. Bien que cet incident ait mis Suge Knight à l'écart pour une longue période, ce n'était pas la première fois qu'il était impliqué dans des activités illégales. Ce n'est pas pour rien qu'il était considéré comme l'un des hommes les plus redoutés de l'industrie du hip-hop. Ceci étant dit, abordons quelques-unes des choses folles que Suge Knight a faites alors qu'il était encore libre de ses mouvements. Liberté. Lorsque la nouvelle de l'attaque de Suge Knight sur Terry Carter et Sloan est tombée, elle n'a pas vraiment surpris la plupart des gens qui connaissaient les antécédents de Suge en matière de violence et de querelles. L'industrie du hip-hop est généralement entourée de nombreuses querelles et Suge Knight a franchi un nouveau palier. Non seulement il s'est mis à dos presque toutes les personnes avec lesquelles il est entré en contact ou avec lesquelles il a passé un contrat, mais il a également réussi à déclencher une guerre totale dans l'industrie du hip-hop. Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'agissait pas de querelles normales. Dans l'histoire du hip-hop, aucun individu n'a été lié à autant de morts et d'actes violents que Suge Knight. Il s'est forgé une réputation d'opposant très brutal, et on pense même qu'il s'est retourné contre des personnes qui faisaient partie de son équipe. Une histoire qui retient toujours l'attention est celle de son interaction avec Vanilla Ice. Le jeune artiste commençait tout juste à faire parler de lui. Et un jour, au hasard d'un restaurant, Suge débarque sans avoir été provoqué. Les deux hommes ne s'étaient apparemment jamais rencontrés auparavant, mais Suge est entré avec ses hommes de main et a fait sortir la sécurité d'Ice de la pièce. Suge s'est ensuite assis à la même table qu'Ice et l'a regardé pendant un moment sans rien dire. Plus tard, Suge s'est présenté et a demandé à Vanilla Ice comment il allait. Ce fut le premier des nombreux coups d'éclat non provoqués que Suge Knight continua à faire à Vanilla Ice jusqu'à cette nuit-là. Ice venait d'arriver dans sa chambre au 15e étage de l'hôtel Bel Age et fut surpris par l'imposante silhouette de Suge Knight et de ses hommes de main. Les hommes de Suge ont éliminé l'équipe d'Ice, mais ce qui s'est passé ensuite n'est pas clair. Certains disent que Suge a emmené Ice sur le balcon et l'a simplement fait regarder par-dessus le bord.
tandis que d'autres disent qu'il a réellement suspendu Vanilla Ice par-dessus le balcon. Ice a réfuté la seconde version, mais quoi que Suge ait fait pour menacer Vanilla Ice, cela a suffi à lui faire signer un tas de documents qui attribuaient à Suge Knight tous les droits d'auteur de sa chanson à succès Ice Baby. L'histoire raconte qu'un artiste de Suge, Mario Johnson, avait écrit la chanson mais n'avait jamais été payé. Les papiers signés ce jour-là ont permis de transférer 4 millions de dollars à Suge Knight, et cette somme colossale lui a permis de lancer Death Row Records. Mais un nom encore plus important sur la liste des personnes qui se sont retrouvées dans le mauvais livre de Suge Knight est celui de Snoop Dogg. Après que Snoop Dogg a été acquitté d'une accusation de meurtre en 1996, peut-être en raison de la peur d'avoir failli disparaître pendant longtemps et de la naissance de son premier fils en 1994, Snoop a décidé d'éviter toute la violence et l'hostilité qui rendaient le métier plus dangereux qu'il ne devrait l'être. Malheureusement, c'est à peu près à la même époque que Suge Knight signe Tupac et commence à faire la guerre à Diddy et aux artistes de la côte Est. Nous y reviendrons plus tard. Snoop n'a pas voulu s'impliquer dans toutes ces querelles et a publiquement envoyé ses amitiés à Diddy et Biggie lors d'un épisode de Hot 97. Alors que Snoop essayait de répandre un peu plus d'amour dans l'espace, il a failli mourir pour un acte d'amour. Lorsqu'il est retourné à l'hôtel, il a pu constater qu'une ombre d'hostilité planait autour de lui avec Suge, Pac et d'autres membres du label. Ils ont commencé à le négliger. Sur le chemin de l'aéroport, Snoop n'a pas été autorisé à se déplacer avec le service de sécurité de Suge. Sachant à quel point Suge peut être instable, Snoop est monté dans l'avion, s'est attaché avec une fourchette, un couteau et une couverture et s'est assis tout au fond de l'avion. De cette façon, si un frère voulait lui foncer dessus, il le verrait au moins arriver. Snoop a essayé de parler à Tupac après le volume, mais Pac ne lui a pas prêté attention. Pour ne rien arranger, Pac a été tué par balle quelques jours plus tard à Vegas. Cela a aggravé les problèmes entre Suge et Snoop qui, selon certaines histoires, sont devenus très physiques et ont même mis la vie de Snoop en danger dans certains cas. Mais en parlant de Tupac, le partenariat entre Suge et Tupac a déclenché ceux qui restent en tête de la liste des plus grandes rivalités de l'industrie musicale américaine. Suge Knight est à l'origine de l'affrontement entre les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest. À l'époque où Suge Knight a lancé Death Row Records, Tupac et Big étaient les rappeurs les plus en vue. Alors qu'au départ, il n'y avait aucune rancune entre eux, ils se sont brouillés après que Tupac a été cambriolé au Quad Studios, qu'il est allé en prison et que Big a sorti un morceau qui semblait viser Tupac. Big maintient qu'il n'avait pas l'intention de s'en prendre à Pac avec la chanson Who Shot Ya, qui contenait de nombreuses lignes qui semblaient similaires à ce qui était arrivé à Tupac. Tupac a clairement fait savoir qu'il était mécontent du morceau, et Big aurait dû être plus sensible avant de sortir une telle chanson, sachant que tout le monde pensait qu'il s'agissait de lui, même si ce n'était pas le cas. Il y a encore des rumeurs selon lesquelles Diddy, qui dirigeait Big à l'époque, était intéressé par le conflit entre les deux rappeurs, car cela permettrait de vendre plus de disques. Suge Knight est entré en scène et a signé avec Tupac Shakur alors qu'il purgeait une peine pour agression sexuelle. Ce partenariat est à l'origine de l'une des querelles les plus populaires de tous les temps entre le Tupac de Suge Knight sur la côte ouest et le Big de Puff Diddy sur la côte estimated. Les choses sont devenues sérieuses après que Suge a reproché à Diddy de toujours essayer de se montrer dans les vidéos musicales de ses artistes sur la scène des Source Awards de 1995. Diddy était connu pour s'incruster constamment dans les clips des meilleurs artistes signés sur son label, probablement dans le but de rester sous les feux de la rampe. Suge en profite pour le tourner en dérision. Un désaccord public a déclenché tous les événements qui ont suivi, y compris une confrontation qui s'est déroulée environ un mois après la cérémonie de remise des prix et qui a entraîné la mort d'une personne. Des rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest se sont retrouvés à une fête d'anniversaire de Germain Dupri, et les deux parties se sont méchamment disputées. L'un des garçons de Suge Knight, connu sous le nom de Big Jake, a perdu la vie après avoir été tué par balle juste à l'extérieur de la fête. Malheureusement, les smartphones n'existaient pas à l'époque et ne permettaient pas d'avoir des preuves visuelles de ce qui s'est réellement passé. Cependant, Keith Murray raconte que Suge a donné une gifle lors de la fête. Et malgré l'absence de preuves ou de corroboration, il est assez facile de croire que Suge aurait fait quelque chose comme ça. La querelle entre la côte Est et la côte Ouest est devenue de plus en plus violente, et la plupart des gens pensent qu'elle a contribué à la mort de deux des rappeurs les plus prolifiques de l'histoire du hip-hop, Big et Tupac. Et tout cela a commencé grâce à Suge Knight. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Suge Knight a été lié à la mort de Biggie. De nombreuses rumeurs prétendaient que Suge avait engagé un tueur à gages pour éliminer Biggie. Malheureusement, lorsque le tueur à gages, nommé Pushy, a été découvert comme responsable de la mort de Biggie,
Il avait déjà perdu la vie dans une fusillade. Fidèle à son habitude de développer des problèmes majeurs avec les personnes qui ont travaillé avec lui, un autre nom sur la liste est celui de Dr. Il est intéressant de noter qu'il a participé à la controverse qui a finalement abouti à l'emprisonnement de Suge Knight, bien qu'ils aient uni leurs forces pour créer Death Row Records et en faire une marque formidable. Dre et Suge se sont brouillés peu de temps après leur succès explosif. Bien que cela n'ait pas été aussi intense que certaines de ces histoires, vous pouvez faire confiance à Suge Knight pour transformer n'importe quoi en guerre. Dr. Dre est arrivé à un point où il a conclu que ses objectifs et ceux de Death Row Records n'étaient plus alignés, et il a demandé à partir. Dre est parti pour créer son propre label, Aftermath. Cela a déclenché la colère de Suge Knight et de son garçon préféré, Tupac. En plus de répandre toutes sortes d'histoires sur Dr. Dre, Tupac est allé jusqu'à écrire et enregistrer un morceau dissident sur Dr. Dre. Au moment où la chanson est sortie, Tupac avait été abattu, et Dre n'a donc jamais répondu. En 2016, Suge a de nouveau attaqué en affirmant que Dr. Dre avait engagé quelqu'un pour le faire tuer. C'était juste avant qu'il ne soit arrêté pour le meurtre de Terry Carter. La rumeur disait que Dre avait essayé de le faire tuer parce qu'il lui devait 900 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec Apple et qu'il ne voulait pas les payer à Suge Knight. Sans aucune preuve pour coincer Dre, Suge a commencé à s'en prendre aux artistes superstars que Dre avait signés, Eminem et 50 Cent. À une occasion, Suge a fait entourer Eminem par des gars de Death Row lors des Source Awards. Ce n'était qu'une tentative parmi tant d'autres, mais Suge semblait les utiliser comme tactique d'intimidation pour effrayer la concurrence. Pendant le tournage de l'un des plus grands succès de 50, In Da Club, Suge Knight a surgi de nulle part avec 30 de ses hommes de main. On dit qu'Eminem était également sur le plateau à ce moment-là et que l'équipe était prête à se battre en cas d'incident. 50 Cent aurait interrogé Suge, s'est contenté de regarder autour de lui et est parti avec ses hommes sans dire un mot ni donner un coup de poing. Eazy est un autre grand nom avec lequel Suge est entré en conflit. Et vous n'allez pas croire qui a également été impliqué dans cette situation. Il s'agit de Dr. Dre. Quelle relation entre ces deux-là? Des artistes comme DJ Yella, Ice Cube, Dr. Dre et Eazy et faisaient tous partie du groupe de musique NWA, dirigé par Jerry Heller. Cependant, le groupe a commencé à s'effondrer après que Dre a soupçonné Eazy et Jerry Heller de mal gérer les fonds du groupe. Dre a donc décidé de mettre fin au contrat. Eazy, quant à lui, n'était pas d'accord. Pour l'aider à quitter le groupe, Dre a dû faire appel à Suge Knight, ce qu'il a fait. On raconte que Knight s'est présenté dans un studio d'enregistrement où Eazy était en train de se détendre avec ses garçons pour intimider Eazy. Eazy a d'abord refusé de céder, mais Suge lui a fait savoir qu'il avait fait kidnapper Heller et qu'il le gardait en otage. Comme on pouvait s'y attendre, il existe de nombreuses histoires différentes sur ce qui s'est exactement passé au studio. Dans le film Straight Outta Compton, la scène montre Suge en train de jeter ses mains sur Eazy. D'autres versions de l'histoire affirment qu'Eazy n'était toujours pas ému par la nouvelle de l'enlèvement de Heller jusqu'à ce que Suge sorte un morceau de papier sur lequel était inscrite l'adresse de la mère d'Eazy. Les détails sur la manière dont cela s'est passé n'ont que peu d'importance à ce stade. Ce qui compte, c'est que Suge a obtenu d'Eazy qu'il signe la rupture de contrat qui a libéré Dr. quelques mois et 10 tracks plus tard. Eazy meurt après avoir été diagnostiqué avec le VIH-Sida. Alors que cette maladie était très répandue à l'époque, des rumeurs ont commencé à surgir selon lesquelles Suge était lié à la mort d'Eazy. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que cette rumeur n'était pas totalement infondée. Suge Knight a été interviewé par Jimmy Kimmel peu après la mort d'Eazy et a commencé à parler de la façon dont le sida pourrait être transformé en arme. Bien sûr, tout cela n'était que des ouï-dire et ne suffisait pas à ouvrir une enquête sur l'implication de Suge Knight dans la mort d'Eazy. Avec une carrière aussi marquée par la violence et la controverse, il est compréhensible que Suge Knight ait été considéré comme l'un des hommes les plus violents et les plus redoutés de l'industrie musicale. Mais tout cela a disparu avec la peine de prison qui l'a conduit derrière les barreaux. Les ressources presque illimitées dont il disposait et le niveau de contrôle qui en découlait ne signifient plus rien. Alors que l'on s'attendrait naturellement à ce qu'un être aussi dominant se retrouve en prison et devienne immédiatement le plus gros chien de la cour, c'est tout le contraire qui s'est produit. La rumeur court que Suge est allé en prison et qu'il n'est plus qu'un pâle reflet de ce qu'il était auparavant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on dit que Suge Knight est effrayé et aussi doux qu'un lion blessé pendant qu'il purge sa peine. Ces changements soudains de comportement ne sont pas vraiment surprenants. Suge Knight n'est pas le premier homme à être humilié par les 4 murs d'une prison, et cela en dit long sur le système carcéral et sur ceux à qui l'on a fait confiance pour le diriger. Derrière les barreaux, ce n'est pas un scoop. De nombreux artistes vont en prison et envoient des messages sur leurs conditions de vie qui sont très similaires à ce qu'a vécu Suge Knight.
L'une de ces histoires est celle de Wayne W. Melly. Melly avait tout pour lui jusqu'à ce qu'il soit envoyé en prison pour 2 accusations de meurtre au premier degré en 2019. Un crime qu'il affirme n'avoir jamais commis. Mais qu'il soit coupable ou non est une histoire pour une autre vidéo. Pour l'instant, je veux aborder l'injustice que Wayne W. a pleuré depuis la prison. Dans un très long post Instagram, Wayne W. a souligné une longue liste de choses qu'il a vécues pendant qu'il purgeait sa peine, affirmant qu'il souffrait et qu'il avait peur. La première chose que le post souligne est la façon dont Melly, 24 ans, a été complètement isolé de sa famille. Il a indiqué que l'interdiction de voir sa famille affectait sa santé mentale. Comme dans le cas de Suge Knight, ces interdictions ne concernaient pas seulement sa famille, mais aussi ses avocats et tout lien qu'il pouvait avoir avec le monde extérieur. Il a également mentionné qu'il avait été interdit indéfiniment d'utiliser le téléphone pour avoir utilisé le code PIN d'un autre détenu. Sur Instagram, Melly a écrit « Habituellement, lorsque quelqu'un est sanctionné pour cela, c'est pour 30 jours, alors que cela fait maintenant 8 mois. Aucun autre détenu de cette prison n'est traité de cette manière. » Melly pensait que les autorités pénitentiaires s'en prenaient spécifiquement à lui parce qu'il était une célébrité. Mais ce qui rend cette histoire encore plus grave, c'est que, comme Suge Knight, Melly était toujours en attente de son procès, à la différence près que l'accusation tentait d'obtenir la peine de mort. S'il est difficile de dire si Melly était ou non responsable du crime dont on l'accuse, l'histoire suivante est celle d'un rappeur adolescent qui est devenu une superstar alors qu'il fuyait la loi. Taika était célèbre dans tous les sens du terme. Il a été arrêté pour la première fois en 2016 pour une violation de domicile au cours de laquelle une personne a été tuée. Pour une raison quelconque, Taika a jugé bon de se libérer de son bracelet électronique. Il a également pris Twitter pour poster « Fuck this house arrest shit, fuck 12, they didn't have to catch me on hood ». Pendant sa cavale, il a enregistré et sorti son tube « The Race ». On aurait pu s'attendre à ce qu'il tente de faire profil bas avec les forces de l'ordre à ses trousses et les royalties qu'il tirerait d'une chanson à succès, mais Taika a continué à commettre d'autres délits. Il a braqué et abattu un photographe, ainsi qu'un propriétaire de magasin de 65 ans, qu'il a battu sans pitié. Il a finalement été capturé par les US Marshals en 2017, et c'est là que l'histoire commence à tourner au vinaigre. Bien que Tay n'ait eu que 16 ans lorsque le crime a été commis, le tribunal a choisi de le juger comme un adulte et l'a condamné à une peine de 50 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal a également prononcé une peine supplémentaire de 30 ans pour volume aggravé, ainsi que 2 peines supplémentaires de 13 ans. Toutes ces peines devaient toutefois être purgées simultanément. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'il doit encore être jugé pour la mère du photographe et pour un procès intenté par le commerçant agressé. D'ici là, la vie carcérale porte déjà de sérieux coups à la santé mentale du jeune homme. Outre le fait qu'il estime qu'il y a eu des préjugés raciaux dans le jugement qui lui a été rendu, puisqu'il était encore mineur lorsque le crime a été commis, qu'il n'est pas l'auteur de la fusillade et qu'il n'a pas brandi d'armes, il s'est également plaint d'avoir été traité comme un furet en prison. Des inquiétudes majeures ont commencé à se faire jour lorsqu'une photo de Taika a été publiée sur Twitter, sur laquelle on le voit enfiler une veste de prévention du suicide. Il est facile de comprendre pourquoi il voudrait mettre fin à ses jours, compte tenu de la durée de sa peine et de l'injustice à laquelle il pense être confronté. Comme Suge, après avoir été confronté à la dure réalité de la vie derrière les barreaux, Taika est devenu une version plus apaisée du criminel violent qu'il était. Dans l'une des déclarations publiées sur sa page Twitter, pendant qu'il était en prison, il a dit à ses fans qu'il avait l'intention d'arrêter de promouvoir la violence et de se concentrer davantage sur la positivité. Je suppose que la vie en prison rend un homme vraiment humble et la prochaine victime de la vie en prison n'a pas besoin d'être présentée. Tory Lanez. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui supplie d'être transférée dans une prison d'État? Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Eh bien, Tory Lanez était tellement déprimé par les conditions et l'oppression qu'il subissait à la prison du comté de Los Angeles qu'il pensait qu'une prison d'État serait pour lui des vacances en comparaison. Lanez s'est retrouvé dans cette situation après avoir tiré une balle dans le pied de Megan Thee Stallion. Il y a eu beaucoup de controverses et d'histoires non confirmées autour de cette affaire. Des rumeurs selon lesquelles Megan aurait frappé Lanez en premier, à Megan qui a d'abord dit qu'elle avait été blessée par le verre avant de dire aux flics qu'on lui avait en fait tiré dessus. Quoi qu'il en soit, Lanez a été arrêté et condamné pour agression avec une arme de poing semi-automatique, port d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans son véhicule et négligence grave dans la décharge de son arme à feu. Ces 3 chefs d'accusation lui ont valu une longue peine de 10 ans de prison. Tory Lanez pensait que la raison pour laquelle il était traité avec une telle hostilité était qu'il était une célébrité. Jusqu'à présent, on peut déjà dire qu'il s'agit d'une tendance des prisons à s'assurer que les personnes populaires passent le pire moment possible.
Pour montrer à quel point la situation de Tory Lanez était mauvaise lors de l'audience concernant son isolement dans la prison du comté, l'avocate qui le représentait était Rhonda Dixon. Sans aucune explication, les avocats officiels de Tory Lanez n'ont pas prêté attention à son sort en prison. On a raconté qu'on leur devait de l'argent et qu'ils refusaient donc de représenter Tory Lanez comme il se doit. Mais ils en ont nié l'existence. Lanez n'a pu avoir accès à Rhonda Dixon que parce qu'elle représentait un client qui se trouvait dans la même région que Tory et qui lui a demandé de le rencontrer. Selon la requête déposée par Dixon, parce qu'il était un détenu populaire, le shérif a décidé qu'il représentait une énorme menace et qu'il devait être placé dans les mêmes conditions que les personnes condamnées pour viol ou meurtre en série. L'isolement subi par Tory Lanez était tel qu'il a demandé à Dixon d'informer le tribunal qu'il souhaitait être transféré dans une prison d'État. La raison en est simple. Il pensait que dans une prison d'État, il pourrait au moins sortir dans la cour pour avoir une interaction humaine. Lorsque Lanez a comparu devant le tribunal après environ 8 mois passés dans la prison du comté, il n'a pas fallu un deuxième regard pour déduire qu'il avait vécu un enfer mental et émotionnel. De même, l'état de santé de Suge Knight s'est visiblement détérioré, au point qu'il a dû être transporté en fauteuil roulant dans la salle d'audience. Cette maltraitance constante des célébrités, chaque fois qu'elles sont malheureusement jetées en prison, est trop fréquente pour qu'on puisse la négliger. Je pense que c'est d'autant plus grave que c'est à peu près la même chose qui arrive à toutes ces célébrités, indépendamment de leurs crimes ou de leur culpabilité. Il y a beaucoup d'autres histoires, et ce ne sont que celles qui ont pu sortir des murs de la prison. Que pensez-vous du message de Suge Knight depuis sa prison? Laissez un commentaire ci-dessous si vous pensez qu'il l'a bien cherché, compte tenu de ses antécédents en matière d'escroquerie. Si vous voulez voir d'autres messages choquants envoyés depuis la prison par un autre visage important de l'industrie musicale, cliquez sur la carte sur votre écran et je vous y rejoindrai.